présenter donc, le modèle SIDOC CRM à cette auguste assemblée. Je suis Mélanie Roche et je travaille au département du dépôt légal de la BNF depuis quelques mois maintenant. Et auparavant, j'ai été 10 ans experte en modélisation au département des métadonnées. Et c'est là qu'a commencé l'aventure du SIDOC CRM pour moi, entre autres modèles conceptuels du monde des bibliothèques et des musées. Donc la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous parlez SIDOC CRM? Alors on m'a dit que vous connaissiez peut-être pas tous, que vous n'étiez pas tous familiers avec l'ensemble des classes et des propriétés du SIDOC et que peut-être il allait falloir voilà, limiter la technicité du propos. Pour ceux qui le connaissent, qui sont familiers et qui d'ailleurs identifient le SIDOC CRM au SIDOC, peut-être que vous n'apprendrez pas grand-chose, mais on peut toujours en discuter autour d'un café. Ce que je veux vraiment, ce sur quoi je veux appuyer aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu de ce modèle, plus que de rentrer dans des débats, voire des disputes de modélisateurs, car l'enjeu, c'est un enjeu très fort d'intégration des données culturelles. Et on va voir un peu ensemble en quoi ça consiste et comment on le fait. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, et si vous devez retenir une seule chose de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ne laissez personne vous dire le contraire. Les données culturelles, c'est pas un enjeu technique. C'est un enjeu scientifique, c'est un enjeu sémantique, c'est un enjeu stratégique, mais ce n'est pas un enjeu technique. Il y a des considérations techniques à prendre en compte, bien sûr, des implémentations très, très concrètes et opérationnelles, mais l'enjeu, c'est vraiment le personnel scientifique des métiers, des musées, enfin de toute la communauté du patrimoine, qui en a la charge. Et si vous vous défaussez de cette charge, vous risquez des grosses catastrophes, en tout cas de perdre du temps. Et dans le monde dans lequel on est, c'est une catastrophe. Donc, les données, ce sont aussi vos collections. C'est aussi votre responsabilité. Et pour ça, il convient de faire communauté et de partager les bonnes pratiques. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui peut se passer aussi quand on se défausse un peu de cette responsabilité, qu'on se dit que bon, ça relève grosso modo des techniciens, des informaticiens, c'est que chacun construit sa petite base, son référentiel, décrit ses données dans son silo, en se disant ça me convient, ça convient à mon chef, ça convient à ma tutelle, ça convient à mes usagers, encore quand on a de la chance, mais en tout cas, ça me convient. Et puis chacun fait son petit silo, et puis au final, plus personne ne se parle. Et le jour où votre informaticien fou, auquel vous aviez donné tous les droits sur la base, part à la retraite, eh bien, le monde s'écroule. J'en vois qui rit, mais je sais que vous riez jaune. Donc, un fonctionnement en silo institutionnel, aussi disciplinaire, les archéologues ne parlent pas aux architectes, et encore moins aux bibliothécaires, mon Dieu. Et ainsi, vraiment se forment des micro-communautés, des micro-climats quasiment, qui empêchent au final ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, qui empêchent la communication de l'information, la diffusion de la connaissance au public. Et c'est quand même un peu l'enjeu de nos métiers. Donc, des usages différents, des données différentes pour des publics différents, des moyens de production différents aussi, pas seulement dans les implémentations techniques, mais même dans les personnes à qui on va confier ces charges, etc. Ce qui fait qu'au final, on a tout un amas de données culturelles qui sont les nôtres, qui ne se parlent pas forcément, ou alors qui se parlent par chance, voire par accident. Parce qu'un tel connaît une telle qui fait quand même, qui a entendu dire qu'il fallait plutôt faire comme ça, etc. Mais rien de vraiment concerté. Ce qui fait que, comme sur le petit schéma, chacun trace son sillon et exploiter des données, gérer des données, c'est compliqué, c'est lourd, c'est un travail en soi.
Et on est tellement chacun occupé à creuser notre propre petit sillon que c'est compliqué de se dire ah peut-être qu'on peut faire une pause, prendre du recul, travailler mieux avec les autres, concevoir la roue avant de traîner une charrette à roue carrée. Donc le besoin auquel répond le SIDOC CRM, c'est un double besoin d'interopérabilité, c'est-à-dire que faire en sorte que les systèmes se parlent, et d'intégration, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont on a construit sa base, ses données, etc., on est tous tributaires du passé. On est tous tributaires d'une histoire donnée, dans une discipline donnée, dans une institution donnée. C'est normal. Mais quelle que soit la façon dont on a construit notre base, sur laquelle s'est construit notre histoire, on doit pouvoir intégrer nos données avec des gens qui n'ont pas fait comme nous, parce que ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes moyens, etc. Et comme le disait ma grande amie Buffy Summers, it's about power. C'est vraiment une question de pouvoir. Reprenez le pouvoir sur vos données. C'est l'enjeu essentiel. Et pour ça, ça tombe bien, on a un cadre de référence hautement intellectuel, donc ça va vous plaire, à travers le modèle SIDOC-CRM. Donc le modèle SIDOC-CRM pour Conceptual Reference Model, donc c'est le modèle de référence du SIDOC, des données des musées, à la base. C'était pour les musées. C'est un modèle conceptuel, c'est-à-dire c'est une ontologie. Dans une ontologie, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, j'utilise des mots scientifiques pour vous impacter, pour vous montrer que c'est vraiment bien de notre ressort. Une ontologie, qu'est-ce que ça fait? Ça sert à décrire l'univers du discours, l'univers dont on parle. En l'occurrence, c'est tout ce qu'on décrit dans nos collections, c'est tous les objets qu'on met à disposition du public. Et tous ces objets, ils ont des histoires, ils ont des usages différents, et ils peuvent être en fait très simplement décrits à travers ce qu'on appelle des classes, d'une part. Une classe, c'est l'objet que l'on manipule, et des propriétés, d'autre part. Les propriétés, ce sont les relations, le réseau de connaissances qu'on peut faire entre ces objets. Donc, des classes, des propriétés, pourquoi faire? Pour décrire ce dont on parle, et faire les liens entre les choses dont on parle. Donc, quand on utilise un modèle conceptuel, on fait des liens entre des choses et on donne du sens à ces liens. C'est pour ça que c'est un enjeu sémantique. Il s'agit de faire du lien entre les choses. Et ça, c'est notre métier, en fait. C'est notre formation et c'est notre mission et c'est l'enjeu de nos métiers. Attention à ne pas confondre, bien sûr, ce modèle de référence commun avec, d'une part, un modèle de données. C'est vraiment un modèle abstrait qui s'abstrait de toute implémentation concrète dans un système donné avec des personnes données. C'est un modèle de haut niveau qui est valable en fait pour tous les systèmes de données tels qu'ils existent dans nos institutions. Donc le modèle de données, vous aurez forcément à le faire. Vous aurez forcément à établir un modèle de données pour votre institution, votre projet, votre collection, que sais-je. Ça, vous ne ferez pas l'économie. Le modèle conceptuel, il n'est pas là pour faire l'économie d'un modèle de données propre à une application donnée. Il est là pour faire communiquer toutes ces bases de données entre elles. Et c'est, encore moins, un format d'encodage, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire du catalogage. Oui, je suis démasquée, je suis une bibliothécaire, je dis catalogage. Vous n'allez pas faire du catalogage, vous n'allez pas cataloguer les objets en SIDOC CRM. Ça ne veut rien dire. Vous allez faire des bases de données qui sont compatibles avec les classes et les propriétés du modèle, mais ça ne va pas vous donner des petites cases toutes faites dans lesquelles vous pourrez saisir vos données. Non. Ça aussi, le format d'encodage, il peut être très bien propre à votre base, votre institution, votre informaticien fou qui a fait son propre format d'encodage. En fait, peu importe, c'est pas si grave que ça.
l'hétérogénéité des données des institutions, finalement, quand on a le SIDOC CRM, bien sûr. Donc, pour passer aux choses rigolotes, parce que quand même il va falloir y venir, la structure de base du modèle, elle repose en fait sur une déclaration qui est documenter ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que vous voyez tout en haut du modèle E2, Temporal Entity. Donc les classes et les propriétés sont toujours désignées par non seulement un identifiant, E1, E2, etc., qui permet vraiment de lui assigner un identifiant unique et de la déclarer en tant qu'objet qu'on décrit. Plus le chiffre est petit, et plus c'est une entité qu'on s'est dit au moment où les illustres pères fondateurs du modèle l'ont rédigé, en 98, il me semble, ça on va en avoir besoin. Donc vous voyez, E1, entité CRM, CRM Entity, et juste après avoir déclaré cette classe complètement de très très haut niveau, à quoi on a pensé? On a pensé, la première de ces classes, ce sera une entité temporelle. Parce que tout ce dont on parle, tout ce qu'on décrit, s'inscrit dans le temps et est vraiment centré autour d'un événement. Ça, c'est vraiment si vous devez retenir qu'une seule chose un peu technique, pour le coup quand même, c'est cette notion d'événement. Et effectivement, E5, événement, event, c'est une entité temporelle, c'est une sous-classe de l'entité temporelle directe, en ligne directe. Ça fait partie vraiment des classes fondamentales du modèle. Donc, on décrit ce qui s'est passé à travers des entités temporelles. Si on a des entités temporelles, eh bien, ces entités, elles ont lieu dans un temps donné. On peut leur assigner un laps de temps, c'est le E52, time span. Elles ont eu lieu quand même dans un lieu donné, c'est le E53 Platz. Vous voyez que 52, 53, on a pensé le lieu et l'espace de temps, le laps de temps, quasiment en même temps. Et toutes ces choses permettent, in fine, de décrire des choses qui existent vraiment dans le monde. Tant et si bien que, quand on en veut une application concrète, on a, in fine, un modèle centré sur l'événement. Par exemple, quand je dis notre ami Johann Joachim Winckelmann est un jour allé au Vatican, il a vu le groupe de Laocoon et il a été tellement saisi qu'il a écrit un livre, là je raconte une histoire. Très bien. C'est très chouette de raconter des histoires, c'est aussi notre métier, mais aucun de ces éléments pris séparément n'est interrogeable, n'est exploitable par nos usagers. Alors que si je centre cette histoire sur l'événement, que je dis, il y a eu un jour, en un lieu, en un temps donné, cet événement où une personne, en l'occurrence notre ami Winckelmann, cette personne, c'est une instance de personne, il a vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le groupe de Laocoon, qui est en fait un objet fait par des humains. Vous voyez que les classes peuvent être tout à fait génériques. Et il en a été tellement saisi qu'il a écrit History of the Art of Antiquity, qui s'est matérialisé dans un livre. Et là encore, vous avez l'événement de création. Chaque nouvelle chose, en fait, est un nouvel événement. Et pourquoi c'est puissant pour nos professions? Parce que l'événement, centrer l'histoire autour de l'événement, ça permet vraiment d'articuler tout un tas de choses et de vraiment donner du relief aux histoires qu'on raconte et qu'on rend accessibles en fait à nos usagers. Donc tout ça, toutes ces relations, toutes ces classes,
elles sont en fait exploitables. Et c'est pour ça que c'est puissant. C'est pas parce qu'on aime se triturer les méninges, même si on aime aussi se triturer les méninges, mais c'est pas que ça. L'enjeu, il est intellectuel, mais il est aussi de rendre un service aux usagers, de raconter une histoire à un usager. Seulement maintenant, les histoires qu'on raconte, on les raconte à travers des ordinateurs, dans des bases de données qui sont exploitables et cherchables par les usagers, et c'est pour ça qu'il faut la structurer, la découper en autant d'unités de sens possibles. Donc, vous voyez qu'à travers ce simple événement, Winkelmann a vu un truc, et ça lui a donné une idée, en gros, pour schématiser. Je peux associer Winkelmann, je peux dire « Ah, et d'ailleurs, saviez-vous, moi je ne le savais pas, sans doute que vous aussi, que Winkelmann, il était mort à une date donnée, en 1768, et que par contre il était né en 1717, et qu'il avait même pour mère une personne de haute qualité qui s'appelait Anna Maria Meyer, etc., etc. Et je peux même dire aussi, si c'est ce qui intéresse mes usagers, je peux même dire, et d'ailleurs, saviez-vous, là encore, vous probablement, saviez-vous que le groupe de Laocoon au Vatican, en fait, c'est une copie, et on peut aussi le dire, et on peut aussi parler du fait que du vrai groupe de Laocoon, on peut vraiment faire des graphes, établir des relations dans tous les sens. Là encore, pas parce que c'est rigolo, mais parce que ça sert un usage et des usagers. Voilà, c'était les seuls diapos techniques. Le modèle SIDOC-CRM, donc c'est le modèle cœur, il s'est étendu, son domaine s'est étendu au fil des années. Je ne vais pas passer en revue toutes les extensions du modèle, mais à chaque domaine de connaissance correspond un modèle qu'on appelle une extension du modèle cœur, c'est-à-dire un modèle qui correspond à des besoins très particuliers. Et pour les bibliothèques, et c'est comme ça que la rencontre est née entre le monde des bibliothèques et le SIDOC-CRM, on a LRM-OO, qui est l'expression de IFLA-LRM, le modèle conceptuel de référence des bibliothèques, établi par l'IFLA, en orienté objet, c'est-à-dire en fait orienté événement, dans le formalisme du SIDOC-CRM. C'est exactement le même modèle, mais exprimé différemment pour le faire rentrer dans les classes et les propriétés du modèle cœur. Et vous voyez que vraiment à chaque domaine de connaissance peut correspondre une extension. Par exemple, l'archéologie, les sciences, l'argumentation, les plans, qu'on parle de plans architecturaux. Je vais fabriquer une maison, elle aura 4 murs et un toit. C'est à peu près l'extension de mes connaissances en architecture. Peut-être une ou deux fenêtres par-ci par-là et 3 ou 4 portes, bref. Ça peut être ça, ça peut être aussi, je vais me marier en novembre, il faut peut-être organiser la chose pour que ce ne soit pas un désastre absolu, c'est aussi un plan. Les relations sociales aussi, qui est un peu en germe en ce moment, donc ça peut s'appliquer aussi aux sciences humaines, c'est pas que la description des objets. On peut décrire tout ce dont les sciences humaines, au sens large, peuvent avoir pour objet. Les informations géographiques, les objets numériques, les constructions archéologiques, même l'étude des textes anciens peut être comprise dans ces extensions. Donc, un modèle commun correspond à une communauté modèle, et ce sera ma diapo de fin. Pourquoi modèle? Parce que l'expérience, donc ça fait maintenant plus de 25 ans que ce groupe existe, est toujours très actif et continue de faire évoluer tous les ans. Le modèle, c'est en partie grâce à ce qu'on appelle l'approche bottom-up, c'est-à-dire que, vous savez, pendant longtemps, on a cru que l'harmonisation des données entre les institutions, elle viendrait par le haut, elle viendrait par la norme. On s'est dit, il faut qu'on ait un modèle commun, une norme commune, un format commun, et comme ça on fera tous la même chose, c'est sûr.
Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. C'est pas comme ça que le monde fonctionne, il faut en faire le deuil. Clairement, ça n'arrivera pas. Donc, puisque ça n'arrivera pas, on va faire le contraire. On va partir de la connaissance des experts du terrain, en fait, les experts du domaine de connaissances, pour voir, vous avez fait comment et vous décrivez quoi comme objet. Ah c'est très bien, nous on a une classe qui correspond grosso modo à ça, c'est plus générique, mais vous pouvez complètement être compatible. Ou alors, c'est bien votre truc, mais alors nous on n'y a pas du tout pensé, peut-être qu'il faudrait faire une extension à part, etc. Donc en tout cas, le modèle, il ne se construit, ne se comprend qu'avec les experts du domaine. Et c'est ça qui fait que, en fait, c'est vraiment notre responsabilité. C'est parce que votre informaticien fou, dont je parle depuis tout à l'heure, il connaît très bien les données, il connaît très bien le système, mais il connaît moins bien, en tout cas moins bien que vous, vos collections, vos usagers et vos objets. Donc le CIDOC CRM SIG, groupe d'intérêt spécial pour le CIDOC CRM, le groupe de maintenance de cette norme, correspond régulièrement à travers une liste de diffusion assez active, dans laquelle on peut se poser des questions tout à fait existentielles, du genre les montagnes existent-elles? C'est une histoire vraie. Spoiler, non, les montagnes n'existent pas. Si jamais vous voulez en savoir plus, on peut en discuter. Donc une liste de diffusion comme lieu d'échange, et puis des réunions de travail qui durent chacune une semaine et qui ont lieu en général 3 à 4 fois par an, qui sont toujours accueillis par un membre du groupe, une institution membre du groupe, et en général une fois par an, on se réunit, comme Nicolas le disait tout à l'heure, dans des conditions absolument terribles, que vous voyez en illustration, à Héraclion, au Centre d'informatique culturelle, c'est assez chouette comme nom, à France. Parce que c'est là où le modèle est né. Donc une fois par an, traditionnellement, on a une séance de travail qui a lieu dans cet endroit absolument terrible. Et encore, je ne vous ai pas donné la vue sur la mer, parce que je me suis dit que ce serait trop pour votre sensibilité. Donc, les enjeux, bien sûr, en plus de la maintenance du modèle, les enjeux qui nous occupent, c'est un enjeu de traduction. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Il y a des traductions qui sont en cours, dont une traduction en français. Ce sont des enjeux de pédagogie aussi, parce que je vous l'ai pas dit pour ne pas vous faire peur, mais oui, il y en a qui disent que le CIDOC CRM, c'est un peu difficile. C'est pas difficile, c'est complexe. Donc il faut l'appréhender, il faut le prendre en main, et pour ça, il y a plein d'outils pédagogiques qui sont mis à disposition des utilisateurs par le groupe, et si vous voulez en savoir plus, allez vous documenter, le site internet est très bien fait, donc je vous encourage vraiment à aller glaner toutes ces ressources. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, j'en ai terminé.